Bonjour, bienvenue dans la série sur la thermodynamique et la physique statistique. Donc nous allons parler maintenant des ferromagnétiques. Alors, certaines substances ont la faculté de présenter une aimantation spontanée, ou une aimantation qui apparaît lors de l'application d'un champ magnétique, par un champ magnétique, mais qui subsiste une fois que le champ magnétique est supprimé. Ce sont les substances ferromagnétiques, comme le fer, le cobalt, quelques autres éléments, notamment dans les terres rares et certains alliages. Leur aimantation est généralement très forte, beaucoup plus forte qu'un paramagnétique qui, lui, n'a plus d'être aimanté que lorsqu'un champ magnétique est appliqué. Cela signifie que les moments magnétiques des atomes s'alignent spontanément dans le même sens et restent dans ce sens-là une fois alignés. Donc on va avoir les éléments atomiques qui sont alignés comme ceci dans la substance. En fait, c'est pas parfaitement aligné. Il y en a quelques-uns qui bougent un peu parce qu'il y a toujours de l'agitation thermique, des chocs, des vibrations qui font que de temps en temps, il y en a un qui bouge un peu, qui bascule, mais la plupart sont plutôt bien alignés. Mais ça, c'est tout à fait contraire à ce que nous avons vu. Des aimants qui sont alignés dans le même sens. Donc, disons deux aimants comme ceci. Avec les mêmes pôles de chaque côté. De tels aimants alignés ainsi se repoussent fortement. Vraiment fortement. Vous avez sans doute déjà essayé d'approcher deux aimants comme ça, qui ont tendance à se repousser, et il est très dur de vraiment les coller l'un contre l'autre. Et ils ont tendance vraiment à pivoter très facilement pour se retrouver tête bêche. Donc alignés comme ceci. Et non pas tous dans le même sens. Cela se produit d'ailleurs, ça existe. Dans certaines substances, on a des aimantations atomiques qui sont alternées, tête bêche. Exactement comme des aimants classiques. Et ce phénomène est appelé antiferromagnétisme. Cela se produit lorsque les atomes sont suffisamment proches les uns des autres pour que leur moment magnétique s'influence l'un l'autre au point de provoquer ce pivotement. Donc ici, ce n'est pas le cas. Les atomes doivent être un peu plus éloignés pour ne pas avoir cette trop forte influence qui les fait basculer. Mais autre chose, dans le cas d'un ferromagnétique, comment peuvent-ils s'aligner dans le même sens? D'accord, s'ils sont un peu plus éloignés, ils ne s'influencent pas suffisamment pour provoquer ce basculement que l'on a avec deux aimants, mais qu'est-ce qui les aligne? L'explication réside en fait dans la mécanique quantique et le fait que les électrons sont des particules indiscernables. Encore ce genre de cas. Et de fait, la physique classique, l'électromagnétisme de Maxwell, etc., la physique classique est totalement impuissante à expliquer un tel phénomène. Le ferromagnétisme ne peut s'expliquer que par le biais de la mécanique quantique. Lorsque les atomes sont relativement proches, il y a une certaine probabilité que les électrons des deux atomes s'échangent. Donc on va avoir deux atomes avec un noyau lourd chargé positivement, une orbite avec deux électrons, une deuxième orbite avec deux électrons. On va faire le même ici. Et disons une troisième orbite avec un seul électron. Et ces deux électrons, situés à distance d, peuvent s'échanger. Il y a une certaine probabilité que ça se produise. Ce dessin est évidemment approximatif parce que les orbites ne sont pas des cercles. Ce ne sont pas des orbites circulaires comme des planètes. Ce sont plutôt des zones de présence, la fonction d'onde. Et ces zones ont diverses formes. En forme de boule, en forme de sablier, en forme de trèfle.
Donc c'est assez complexe. Mais l'important, c'est que les différentes zones d'énergie croissante sont remplies progressivement pour avoir une énergie la plus basse possible et par deux électrons par deux électrons. Chaque électron ayant des spins opposés. Parce qu'ils sont dans la même orbite, la même orbitale, ils seraient dans le même état sinon, et à cause du principe d'exclusion, ils ont des spins opposés. Et de fait, les aimantations dues à la symétrie et ces spins opposés, l'aimantation de tous ces électrons s'annule. Et il ne reste que l'électron périphérique. Donc, ici, on a des substances avec un seul électron restant, au final, sur la dernière orbitale. Et cet électron a un spin, une orientation, et donc cet électron unique externe, sur l'orbitale externe, donne un moment magnétique à l'atome, moment magnétique lié au spin de l'électron. Si les deux électrons, ici, les électrons des deux atomes, les deux électrons externes, ont même spin, alors, et ils peuvent avoir le même spin, parce qu'ils sont dans des états différents, chacun étant autour de son propre atome. Et donc, après échange, du fait qu'ils sont indiscernables et qu'ils ont même spin, alors cet échange n'a aucun effet. Il n'y a aucune différence, on retrouve le même état quantique. Dans une telle situation, la mécanique quantique permet de montrer que l'énergie totale est plus faible, donc favorable à cet échange. C'est-à-dire qu'ils ont alors des orientations de spin identiques, parce que s'ils ont des orientations de spin différentes, l'échange ne donne pas le même état, il n'y a pas cette baisse d'énergie, tandis que s'ils ont la même orientation, comme ça, même orientation comme ici, alors il y a une baisse de l'énergie et cette situation est favorisée. Et donc, ils ont alors tendance à s'aligner tous les deux, dans le même sens. Voilà l'effet qui est recherché. Alors, le calcul de cet effet est difficile, parce que l'énergie d'échange est assez facile à calculer, mais elle dépend aussi de la structure électronique de l'atome, qui est complexe, de la forme des orbitales, et parce que ces électrons externes peuvent être n'importe où dans leur orbitale, et elle dépend de la distance d entre les deux, et donc aussi de la structure cristalline de la substance qui dicte les distances entre atomes et donc entre électrons, et elle dépend aussi de l'interaction des moments magnétiques, qui si elle est trop forte provoque le basculement. Donc parfois le résultat est favorable, parfois il est défavorable à cause de ce basculement. Donc, dans certains cas, quand la distance est bonne, ni trop grande, ni trop petite, juste ce qu'il faut, alors c'est favorable. Et on rencontre ça dans quelques substances, celles qui tombent bien dans cette catégorie. Et ce sont les ferromagnétiques. Et donc, puisque les aimants ont tendance à s'aligner les uns par rapport aux autres, automatiquement, on a alors une aimantation spontanée qui apparaît parce que tous les petits aimants sont tous alignés dans le même sens. Et on obtient ainsi, à l'échelle macroscopique, une aimantation et donc un aimant. Voilà donc le principe. De plus, comme ces électrons, ces atomes ont tendance à aligner leurs aimantations atomiques sur leurs voisins, cette aimantation se fait facilement, à part de temps en temps les petites agitations thermiques
mais on n'a pas besoin d'un champ magnétique externe qui force les électrons à lutter contre l'énergie thermique. Ici, la situation est favorable dès le départ, et ils ont tous tendance à s'aligner les uns par rapport aux autres, il n'y a pas quelques petits écarts, ils seront bien alignés, et donc on se rapproche de l'alimentation de saturation dont nous avions parlé avec le paramagnétisme, où tous les atomes sont alignés, tous les aimants atomiques sont alignés, d'où une aimantation totale assez forte. Suite aux vibrations, mouvements aléatoires des atomes, quand la substance se forme, les orientations des atomes vont se faire au hasard, se mettre au hasard. Et elles vont s'aligner, se calquer sur leurs voisins, mais évidemment chacune dans leur coin. Ce phénomène se produit en différents endroits de la substance, et ça conduit à la formation de zones d'orientation bien précise, et chaque zone a une orientation différente. C'est ce qu'on appelle les domaines de Weiss. Alors, on peut dessiner une telle structure. On va dire comme ça, pour faire simple. Hein, on va diviser ici en deux. Et par exemple, ici, ça va être, les atomes vont être alignés verticalement. Donc ça, c'est un domaine de Weiss. Ici, on va dire qu'ils sont verticalement, mais dans l'autre sens. Ici, ils vont être, par exemple, horizontaux. Là, ils vont, par exemple, être obliques. Donc chaque domaine a une orientation différente. C'est un peu comme de l'eau qui gèle et où des cristaux de glace commencent à se former un peu partout, jusqu'à former une glace toute compacte. Et chaque cristaux de glace a une orientation différente des autres, et quand ils se rejoignent, ça donne des zones d'orientation cristalline différentes. La structure de ces orientations, et donc de ces domaines, est influencée par la structure cristalline. Parce que, à cause de l'organisation cristalline des atomes dans une substance, beaucoup de substances ont une structure cristalline, c'est le cas des métaux, comme le fer. Alors, la position des atomes a une orientation bien précise dans l'espace, et la distance varie selon la direction. Et un matériau comme le fer est souvent constitué en fait de nombreux petits cristaux qui sont orientés dans tous les sens. C'est le phénomène de la glace dont je viens de vous parler. Quand le fer se solidifie, il y a formation de nombreux petits cristaux. Les métallurgistes d'ailleurs essayent d'obtenir de tels états parce que cela donne du fer ou des aciers de meilleure qualité. Des gros cristaux donnent une structure souvent plus fragile. Et donc, c'est beaucoup des petits cristaux. Du fait de leur structure métallique, on ne le voit pas bien. C'est pas des cristaux très visibles, comme ça peut l'être avec du quartz, du diamant ou des émeraudes. C'est beaucoup moins visible, mais on peut s'en apercevoir si les cristaux sont relativement gros, on va dire de l'ordre de quelques millimètres au moins, et si on polit la surface métallique, quel que soit le métal, très très finement et qu'on la met après en lumière rasante, alors on peut apercevoir toutes ces petites zones cristallines. C'est pas toujours facile à voir. C'est plus facile avec certains métaux comme l'aluminium par exemple. Alors, les parois ici sont virtuelles puisqu'elles parlent elles séparent simplement des zones d'orientation différentes. Mais ces parois sont bien concrètes. Elles sont appelées des parois de Bloch. B-L-O-C-H, c'est un nom propre. C'est Bloch, mais on prononce Bloch. Ces parois de Bloch
ne sont pas infiniment minces. En général, on y trouve quelques atomes, souvent orientés un peu aléatoirement dans la zone de transition entre deux zones d'orientation différentes. Lors de la formation de matériaux, comme du fer, cette aimantation se produit spontanément, souvent en fonction des orientations cristallines, et donc les parois de blocs suivent là aussi très souvent les zones de transition entre zones cristallines différentes. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. Même un monocristal gros peut présenter des domaines de Weiss, à de nombreux domaines de Weiss. Alors on a de nombreux domaines. Un morceau de fer macroscopique en contient typiquement des milliers. Et chacun est orienté dans n'importe quel sens. Chaque orientation de chaque domaine est spontanée, mais orientée chaque fois dans un sens quelconque. Et donc, globalement, pour tout le matériau, tous ces domaines ont des aimantations qui s'annulent les unes les autres, et donc l'aimantation globale est nulle. Et d'ailleurs, quand on prend un morceau de fer, la plupart du temps, il n'a aucune aimantation, ce n'est pas un aimant. Il faut donc passer au stade suivant, et passer à l'aimantation. Alors, donc ça c'est dans la prochaine vidéo, et on va se demander, que se passe-t-il si, à notre ferromagnétique qui est comme ça, que se passe-t-il si on lui applique un champ magnétique externe? Je vous remercie.